Impression sur l'Apple Vision Pro. Ok, j'ai utilisé le nouveau Apple Vision Pro, j'ai eu une démo d'environ 30 minutes, juste en utilisant ce nouveau casque, j'avais environ 1 trillion de questions. J'ai donc essayé d'en poser le plus possible à Apple afin d'obtenir toutes les réponses possibles, pour vous et pour moi. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Voici tout ce que vous devez savoir, jusqu'à présent, sur le nouveau casque AR et VR d'Apple. La première question qui se pose est naturellement, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, il s'agit d'un appareil de première génération d'Apple, ce qui n'arrive pas souvent. Mais il s'agit d'un casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle avec un tas de caméras et de capteurs à l'intérieur, que l'on attache à son visage. Il sera vendu à partir de 3 500 $. Il sera mis en vente au début de l'année prochaine, mais personne n'a encore pu filmer son utilisation. Je vais donc devoir faire de mon mieux avec les descriptions. Mais fondamentalement, ce n'est pas quelque chose qui est couplé à votre iPhone ou votre Mac par défaut, c'est un ordinateur autonome avec une puce M2 à l'intérieur de sa propre connexion Wi-Fi, un écran micro-OLED d'environ 4K pour chaque œil, un ensemble de haut-parleurs juste au-dessus de chaque oreille sur la bande, et puis une nouvelle puce AR1 dédiée, qui fait tout le traitement en temps réel à partir de tous les capteurs qui rendent ce casque assez spécial. Mais nous y reviendrons dans une seconde. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? En fait, nous avons déjà vu des casques VR et des casques AR, c'est-à-dire qu'il y a des écrans à l'intérieur. À l'extérieur, il y a une sorte de coque munie de capteurs qui permettent de détecter ce qui se trouve dans la pièce autour de vous et de voir les contrôleurs dans vos mains. Mais avec cette console, il n'y a pas de manette du tout, il n'en fabrique pas, il n'y aura pas d'accessoires optionnels. Vous contrôlez cette chose entièrement avec vos mains, vos yeux et votre voix. Vous mettez donc ce casque. Il y a 2 caméras principales orientées vers l'avant, 2 caméras orientées vers le bas, 2 autres caméras pour les côtés, des illuminateurs infrarouges, un scanner LiDAR, une caméra de profondeur réelle, tout cela pour suivre ce qui se passe autour du casque, et aussi pour suivre vos mains devant votre visage. Et puis à l'intérieur. Il y a aussi un tas d'illuminateurs infrarouges et de caméras infrarouges qui ne servent qu'à suivre vos yeux. Il y a donc un processus d'installation avant même d'obtenir le casque. Vous mesurez votre visage avec la caméra de profondeur réelle de l'iPhone, et il utilise les informations de profondeur de votre visage pour vous donner une sorte de découpage personnalisé. Ce processus pourra être effectué dans les magasins Apple. En fait, vous obtenez l'oreillette avec la découpe personnalisée pour votre visage. Si vous portez des lunettes, il y a des lentilles Zeiss. Enfin, vous sortez l'oreillette. Vous l'enfilez et vous constatez qu'il y a un joli maillage à l'arrière, un tissu qui s'étire et qui est très respirant. Il est extrêmement bien construit avec tout ce métal et ce verre. Une fois qu'on l'a mis en marche, la chose la plus impressionnante à propos de ce casque, c'est le suivi des yeux. Je ne plaisante même pas. Ce suivi des yeux est malade. En gros, le suivi des yeux et ce casque qui regarde vos yeux et suit les mouvements de vos yeux est la chose la plus proche de la magie que j'ai expérimentée, comme je ne le fais pas. Mais il s'agissait d'un produit en pré-production. C'est assez incroyable de voir à quel point il fonctionne bien. Chaque fois que vous déplacez vos yeux dans l'interface utilisateur, elle met immédiatement en évidence et sélectionne exactement ce que vous regardez, quelle que soit la taille de la cible ou de ce que vous regardez. Pour sélectionner quelque chose, il suffit de prendre ses doigts comme ceci et de les toucher. C'est ainsi que l'on clique. On regarde quelque chose, on clique, on regarde quelque chose, on clique. En fait, il y a un processus d'étalonnage. Lorsque vous configurez le casque pour la première fois, vous le mettez pour la première fois, vous regardez avec vos yeux un tas de points différents. Il apprend ainsi à connaître vos yeux. À partir de ce moment-là, on navigue, on traverse tout en regardant simplement les choses. On a l'impression de faire de la télépathie, il suffit de regarder quelque chose et de le sélectionner. Et c'est tout. Voilà comment fonctionne toute l'interface utilisateur. Presque tous les autres casques permettent d'utiliser les mains pour sélectionner des objets, mais la plupart d'entre eux s'appuient sur les capteurs extérieurs pour suivre l'évolution d'un ensemble de contrôleurs avec une précision maximale.
Mais ce réseau massif de capteurs à l'extérieur du casque d'Apple a fait un travail impressionnant pour capter ce que fait ma main, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Comme je l'ai dit, il y a des capteurs tout autour de l'appareil. Ils sont orientés vers l'avant, mais aussi sur les côtés et vers le bas. Je peux donc poser ma main n'importe où, regarder des choses et cliquer, je n'ai même pas besoin de bouger la tête, je peux juste regarder quelque chose et cliquer avec mes doigts. Je l'ai fait quelques fois par accident, en m'asseyant là, et le bout de mes doigts se touchait et je sélectionnais ce que je regardais. Mais très vite, on s'habitue à ne faire que cela. Il y a aussi des zones de texte où l'on peut parfois taper quelque chose. Il suffit de regarder la zone de texte, de la sélectionner et un clavier s'affichera et on pourra regarder les lettres, mais aussi regarder le champ de recherche et commencer à parler. Et il commencera à remplir ce que vous dites parce qu'il y a des microphones sur l'oreillette. Il y a aussi quelque chose qu'ils appellent l'identification optique, qui est en quelque sorte l'identification de l'empreinte digitale de l'oreillette, parce qu'elle regarde vos yeux. Et les yeux de chacun sont un modèle biométrique unique et différent. Pour se connecter, il suffit de mettre l'oreillette et de regarder ses yeux. L'identification optique signale donc très bien vos yeux. Vous avez probablement vu ces cadres bizarres à travers lesquels vous pouvez voir les yeux des gens, comme ceci, ce truc super bizarre que je n'ai jamais vu dans aucun autre casque. Que se passe-t-il ici ? Eh bien, alerte spoiler, ce n'est pas vraiment transparent, ça ressemble un peu à une chose transparente en verre. Mais ce n'est pas le cas, il semble l'être parce qu'il y a en fait un écran OLED qui fait face à l'extérieur. C'est ce que j'appellerais un passage bidirectionnel, c'est comme ça que je l'appelle. Voir, un casque VR normal que nous avons vu est, bien sûr, complètement opaque. En général, il est en plastique noir ou quelque chose comme ça. Pour voir l'environnement réel sans enlever le casque, par exemple pour ramasser les manettes ou marcher dans une pièce sans se heurter à un mur, il y a un mode pasteur, qui allume une caméra à l'extérieur pour que vous puissiez voir ce qui se passe autour de vous. Et certains modes pasteur sont meilleurs que d'autres, certains le font à partir d'une seule caméra noir et blanc, d'autres font un passage stéréo à partir de 2 caméras, d'autres font un passage couleur. Le passage sur le casque d'Apple est encore une fois, le meilleur que j'ai jamais vu dans un casque, c'est stéréo, c'est couleur, c'est net, c'est en temps réel. C'est vraiment très bien. Les yeux que vous voyez de l'extérieur sont en fait un écran OLED qui montre à quoi ressemblent vos yeux aux caméras à l'intérieur du casque. C'est ainsi que vos yeux apparaissent chaque fois que vous utilisez un mode de passage. Et si vous pouvez voir votre environnement, il montrera vos yeux. Vous ne regardez donc pas vraiment les yeux de quelqu'un, mais vous avez l'impression d'être un peu effrayant. Je ne sais pas, c'est la façon la plus simple de l'expliquer. S'ils font quelque chose de totalement immersif dans la RV, comme regarder un film ou jouer à un jeu, leurs yeux ne seront pas visibles. À la place, il y aura un graphique au-dessus des yeux. C'est très intéressant. Regardez. C'est un look audacieux, j'ai juste cette pensée comme vous êtes dans un avion et l'hôtesse de l'air s'approche et vous tapote la tête, voulez-vous de l'eau et vous levez les yeux et vos yeux brillent à travers les têtes ? C'est juste un truc bizarre. Je ne pense pas que ce soit intelligent. Mais je ne pense pas que d'autres casques le feront. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas le budget nécessaire pour avoir un écran tourné vers l'extérieur. Mais venons à la question brûlante. Vous vous êtes probablement déjà demandé ce qu'il fait réellement. D'accord, je sépare cela en 3 grandes catégories que j'ai inventées et dont je suis assez fière, à savoir l'informatique, le contenu et les connexions. En fait, je devrais commencer par dire qu'il s'agit d'un produit de première génération. Pour l'instant, les seules applications qui s'affichent sur l'écran d'accueil sont celles d'Apple, tout comme lorsque le premier iPhone est sorti sans magasin d'applications, il n'y avait que les applications d'Apple. Mais la raison pour laquelle ce casque sort, ou du moins est annoncé si tôt, alors qu'il ne sortira pas avant l'année prochaine, c'est pour permettre aux développeurs de commencer à mettre au point leurs propres applications et à créer des choses plus intéressantes et plus fonctionnelles pour ce casque. Mais il dispose d'un ensemble de fonctions de base. En ce qui concerne l'informatique, je pense qu'il s'agit de la fonction la moins susceptible d'être utilisée par la plupart des gens normaux. Mais c'est un coup assez direct à ce que Maeda vient de faire avec le Quest Pro à $1 500. Vous pouvez donc utiliser cette chose comme un ordinateur à part entière, avec la navigation sur Internet, etc. Avec ces fenêtres 4K devant vous que vous pouvez déplacer et faire toutes sortes de choses avec vos mains.
Il s'agira de son propre système d'exploitation. Encore une fois, il ne fonctionne pas à partir de votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit d'un tout nouveau système d'exploitation appelé Vision OS. Il semble assez similaire au système d'exploitation de l'iPad, dans la mesure où l'on touche les choses dans ce système. Dans ce casque, vous regardez quelque chose et vous touchez vos doigts. C'est comme un toucher normal. Mais j'ai été vraiment impressionné par la réactivité. Encore une fois, c'est mieux que n'importe quel autre casque que j'ai vu avec les mains. Si je voulais faire défiler quelque chose comme une fenêtre Safari, je touchais littéralement mes doigts en l'air et je faisais glisser la fenêtre pour qu'elle défile presque en temps réel. Je la lançais, je l'attrapais, je la lançais dans l'autre sens et je commençais à faire défiler des choses avec mon doigt, en redimensionnant les fenêtres et en faisant glisser les coins des choses. Et j'ai été très impressionné par cela aussi. Si vous êtes comme moi, vous vous posez peut-être des questions sur la netteté de ces lunettes. Est-ce que j'ai vraiment envie de porter quelque chose comme ça pendant longtemps pour travailler comme sur un ordinateur ? Je pense que cette question a été abordée de manière très intelligente. Ils utilisent un rendu sélectif basé sur l'excellent suivi des yeux. La puissance de calcul se concentre donc sur le rendu de la partie de l'écran que vous regardez réellement, tout en économisant de l'énergie sur le reste, ce qui est plutôt cool et fonctionne si rapidement que je ne l'ai pas remarqué pendant que je l'utilisais. Et la partie que vous regardez est en fait très nette. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'écrans à très haute résolution. Ils sont 4K, je ne sais pas si j'ai un chiffre pour le taux de rafraîchissement, mais j'avais l'impression d'être à 120 Hz et vous savez que la fatigue finira par se faire sentir avec n'importe quel casque que vous attachez à votre visage. Mais il s'agit là d'un niveau de fatigue oculaire inférieur à celui que j'ai connu avec d'autres casques. Et puis, pour les travaux encore plus lourds, c'est un peu fou, mais ils l'ont montré lors de la keynote. Apparemment, si vous avez un Mac et que vous voulez faire des choses sous macOS, vous pouvez simplement, avec le casque, regarder votre Mac et il captera ce que vous faites. L'écran du Mac sera reflété dans l'une des fenêtres 4K du casque. Vous pouvez même connecter un clavier Bluetooth et un trackpad Bluetooth et commencer à travailler. Comme s'il s'agissait d'un vrai Mac, mais avec un écran plus grand, ou que vous vouliez. Oui, des trucs d'écosystème. C'est ça l'informatique, il faut absolument que je l'essaie. Mais bien sûr, il y a aussi la connexion, la messagerie, on peut taper des messages aux gens comme si on était sur un Mac, mais il y a aussi FaceTime, qui est impressionnant. Je ne sais pas si c'est nécessairement mieux qu'un FaceTime normal, en tenant votre téléphone ou sur un ordinateur portable, à part le fait que vous n'avez pas besoin de tenir quoi que ce soit, mais vous pouvez avoir les fenêtres des gens qui flottent devant vous pendant que vous leur parlez sur FaceTime. Mais vous vous demandez peut-être aussi, attendez une seconde, si je ne tiens pas mon téléphone devant moi, que font les autres personnes sur FaceTime ? Vous voyez ? Eh bien, la réponse est qu'ils verront un modèle de vous en 3D qui a été scanné dans le système à partir de votre iPhone, qui se synchronise et fait correspondre les mouvements de votre visage avec le suivi des yeux et tous les autres capteurs de l'oreillette. J'ai donc pu l'essayer. C'est vrai, ça marche. Ok. Ce n'est pas aussi bien qu'évidemment, regarder une personne, j'ai juste l'impression qu'un FaceTime, vous essayez d'avoir comme une connexion personnelle avec la personne. Et c'est évidemment plus personnel qu'un avatar ou qu'une caricature de vous. Mais c'est un peu entre les deux, mais on a l'impression d'être dans la vallée de l'étrange, de voir un modèle 3D en mouvement au lieu de regarder une personne réelle. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Enfin, le dernier point, mais non le moindre, est bien sûr le contenu. Les gens vont regarder du contenu sur cet appareil. Et je pense que c'est l'industrie qui est prête à exploser maintenant qu'Apple s'y est lancé. Cela fait longtemps que nous avons des jeux et des vidéos VR. Et Apple est maintenant en mesure de le faire. Bien sûr, ils y mettent leur propre touche. Et ils peuvent utiliser la puissance et l'attrait de la marque Apple pour inciter les créateurs de contenu, les grands studios cinématographiques, les ligues sportives et toutes sortes de créatifs à travailler pour produire un contenu qui soit vraiment beau. Spécifiquement sur le casque d'Apple. Et dans les formats Apple. Je peux dire personnellement pour ma démo. Oui, je regarderai, je paierai pour regarder un match de la NBA dans le casque VR. Mais la qualité est suffisante.
Et évidemment, ce ne sera pas aussi immersif que de ressentir l'énergie de la foule, mais vous ne payez pas le prix d'un match, vous payez probablement un total de 1020 $ pour regarder un match de la NBA sur le terrain où vous avez un abonnement pour cela, je le ferai tout à fait. Et ce serait amusant. Mais même avec du contenu 2D normal, comme des films, vous pouvez tout à fait vous asseoir, mettre le casque, peut-être même des écouteurs. Et comme sur un siège d'avion, vous pouvez regarder un film, comme si vous étiez dans une salle de cinéma, ce qui est très agréable. Il y a une couronne numérique sur le côté qui vous permet de la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous immerger davantage et vous envelopper complètement dans l'environnement VR. Vous pouvez aussi la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour vous immerger davantage dans votre environnement réel, avec un passage dans votre vision périphérique, ce qui est une astuce intéressante. Il y a aussi cette fonction bizarre qui permet de prendre des photos et des vidéos en 3D avec les caméras intégrées au casque. Je n'ai pas aimé cette fonction. Il y avait une démo d'un enregistrement d'un enfant soufflant des bougies sur un gâteau d'anniversaire à partir de la caméra du casque. J'ai pu regarder cette scène dans le casque Apple. Comme il y a 2 caméras frontales, elles peuvent enregistrer en 3D stéréoscopique, ce qui permet d'activer l'enregistrement. À ce moment-là, on peut s'asseoir et enregistrer une vidéo super immersive. Lorsque vous la regardez dans le casque, c'est comme si vous reviviez ce moment en 3D, ce qui peut être agréable. Mais je n'arrive pas à m'imaginer le père à la fête d'anniversaire, avec le casque sur les oreilles, en train d'enregistrer des choses comme se promener. Ce n'est tout simplement pas le cas. Il s'agit de savoir quel type de souvenir cela représente pour les autres personnes qui vous entourent. Vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement pensé aux raisons pour lesquelles Google Glass a échoué, c'est-à-dire qu'il était en avance sur son temps, mais c'est aussi comme si vous vous promeniez avec une caméra sur le visage et que tout le monde savait que vous aviez une caméra sur le visage. Ce n'était tout simplement pas cool. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tes yeux sortent-ils du casque? Désolé, la première question que l'on m'a posée après que j'ai essayé ce truc, c'est « Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce casque est bon ?» Et la réponse est « Eh bien, oui, certaines des parties de ce casque que j'ai essayé sont en fait les meilleures que j'ai jamais vues dans un casque VR, et de loin, en particulier le suivi des yeux et le suivi des mains. Bien entendu, il appartiendra aux développeurs de le rendre vraiment performant. Mais je pense que la partie fondamentale, comment l'utiliser, est assez étonnante. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients. Premièrement, il n'y avait pas d'haptique. Bien sûr, comme vous n'avez pas de manette, vous faites tout avec vos mains en l'air, il n'y a aucun moyen d'avoir un quelconque retour haptique. J'ai fait une démo où j'ai tendu ma main, un mur de l'autre côté de la pièce s'est ouvert, un dinosaure s'y trouvait et un papillon en est sorti, j'ai levé ma main et le papillon s'est envolé et s'est posé sur mon doigt, il pouvait suivre et voir toutes ces informations dans la volumétrie, tout le calcul pour que cela se produise était incroyable. Mais lorsque le papillon s'est posé et que je n'ai rien senti, j'ai eu l'impression que c'était un casque de Hervé. Mais ensuite, deuxièmement, ce qui était intéressant, c'est que c'est assez lourd. C'est un casque VR assez lourd, un peu comme les AirPods Max, les pommes, les casques en métal sont plus lourds que la plupart des casques en plastique. Il y a une raison pour laquelle la plupart des autres casques VR sont en plastique, ce n'est pas parce que c'est bon marché. C'est parce que c'est léger, c'est fatigant d'avoir un objet lourd sur la tête. Et ce casque est fait de métal et de verre, il est lourd. Il est aussi très bien construit, c'est indéniable. Mais je me demande si, en l'utilisant plus d'une demi-heure, je ne risquerais pas de fatiguer davantage ma tête. C'est aussi la raison pour laquelle la batterie n'est pas attachée à l'appareil, car ce serait un poids énorme à porter sur la tête. La batterie est donc connectée à l'aide d'un câble propriétaire, ce qui lui permet de rester à côté de vous sur le canapé ou dans votre poche arrière. Ce qui nous amène à l'autre point, l'autonomie de la batterie, 2 heures d'autonomie sur le casque. Ce qui n'est pas terrible. Ce n'est pas très long. Il y a un port USB-C sur la batterie. Vous pouvez le brancher sur le mur pour une durée infinie. Mais à la seconde où vous le débranchez du mur, il reste encore 2 heures de cette batterie assez lourde, ce qui est comme OK, peut-être que la plupart des gens ne passeront pas beaucoup de temps dans l'oreillette. Mais vous venez aussi de nous montrer Apple et d'ajouter des gens qui aiment regarder un film dans le casque qui est déjà comme la plupart des films qui durent plus de 2 heures.
Nous pensons donc à une autonomie de 2 heures. Je suis sûr que les gens vont fabriquer des batteries externes plus grandes pour ce truc, mais 2 heures. Je n'ai pas pu obtenir de réponse précise sur la présence ou non de ventilateurs à l'intérieur. Mais je pense qu'il y a des évents pour les ventilateurs de toute façon. Et si vous jouez assez longtemps pour l'utiliser assez longtemps, est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'ils deviennent bruyants? Est-ce qu'ils tuent votre batterie? Ce n'est pas très clair. Mais bien sûr, la principale chose dont tout le monde parle? Il est cher. Il coûte 3500 $. C'est cher? Oui, c'est très cher. Mais c'est ce qui est toujours bizarre avec les produits Apple, il n'y a pas de comparaison directe, je dis toujours que c'est cher, mais comparé à quoi? Et ils l'ont fait avec le Pro Display XDR, ils l'ont fait avec même les AirPods Max un petit peu. Mais il y a plusieurs choses que ce casque fait, qu'aucun autre casque ne fait. Le suivi des yeux, le suivi des mains, c'est super bon. Même si un casque équivalent arrivait aujourd'hui et faisait toutes les mêmes choses que celui-ci sur le plan matériel et logiciel, il n'y aurait toujours pas FaceTime, il n'y aurait toujours pas la possibilité de regarder un Mac, dans l'écosystème, de faire apparaître l'écran Max. C'est donc quelque chose que seul Apple peut réussir. En fin de compte, j'ai pu l'essayer. Je l'ai trouvé très impressionnant. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas d'un produit destiné au grand public. Je veux dire, évidemment, n'est-ce pas? Il coûte 3500 $. Il y a aussi le mot Pro dans le nom. Mais cette série ressemble à la série 0 de l'Apple Watch. Rappelez-vous quand l'Apple Watch est sorti pour la première fois, la série 0, où c'est vraiment à la première génération, aux premiers utilisateurs et aux développeurs de décider de la direction que prend cette chose, de décider de ce que les gens veulent vraiment en faire. Et cela façonnera les futures versions que nous pourrons éventuellement obtenir, puis peut-être qu'un jour il y aura une vision S qui coûtera 400 $ et que les masses adopteront et ce sera peut-être le produit phare de la prochaine génération. Mais pour l'instant, on en est au stade des premiers utilisateurs, des gens comme moi qui regardent cette vidéo pour tester le produit. Voilà donc l'Apple Vision Pro. C'est le jouet des riches et la muse des développeurs pour l'instant. Mais nous verrons jusqu'où cette chose ira. Dans un futur proche. Il sortira l'année prochaine. Ce n'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. Nous vivons une période très intéressante. Quoi qu'il en soit. Cela faisait également partie de l'énorme keynote de la WWDC. Si vous voulez voir mon récapitulatif du reste, abonnez-vous, car il y aura un récapitulatif vidéo des plus grandes annonces, dont beaucoup d'autres choses. Je vous invite également à vous abonner au podcast Waveform. Parce que le prochain épisode, je dirai juste que c'est un banger. C'est vraiment dingue. On se retrouve dans les commentaires, c'est tout pour cet épisode, merci d'avoir regardé, on se retrouve dans le prochain épisode, peace.